Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors, est-ce que tu es à la recherche de réponses, de conseils ou que tu es juste un peu perdu face à l'évolution du comportement de ton enfant dernièrement ? Si c'est le cas, eh bien bienvenue parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je le sais d'expérience, touche une corde sensible chez de très nombreux parents, les fameuses crises des 2 ans, ou plus communément appelées aussi dans différentes littératures, les Terrible Two pour leur version anglophone. C'est assez fou quand même, l'adulte il est obligé de mettre des termes négatifs dès le moment qu'il ne supporte pas un comportement. Mais on va voir ça ensemble juste après. Alors attention déjà, je ne nie pas que c'est un passage que de très nombreux parents connaissent et qui, faut bien être honnête, mais souvent la patience de nos parents, de nous quoi, à rude épreuve. La patience de nous, hein, c'est très français ce que je viens de dire. Bon bref, en tout cas tu as compris, notre patience est souvent mise à rude épreuve. Alors déjà, rassure-toi, t'es pas le seul ou la seule à vivre cette étape. Il y a une grande majorité de familles qui passent par là et ce n'est pas parce que d'un seul coup, on a l'impression que notre enfant décide de tester toutes les limites possibles et imaginables qu'il nous aime moins ou que nous sommes des mauvais parents. En fait, c'est plutôt bon signe parce qu'on va le voir ensemble, ça montre que notre petit bout de chou, il est en train de grandir, il est en train d'explorer sa propre autonomie, il est en train d'apprendre à appréhender le monde et la complexité de toutes les émotions humaines qui l'envahissent. Et ça, eh bien, pour te rassurer, si tu veux, je te mets même en description des sources vers un article du site Bayard Jeunesse pour que tu puisses voir que eh bien, d'autres familles traversent cette période avec leurs enfants et ça permet comme ça de se sentir un peu moins seul. Moi, je me souviens parfaitement encore de cette période avec ma fille aujourd'hui âgée de 12 ans, donc c'était il y a un petit moment, hein, mais c'est vrai qu'on l'a vécu de manière, comment dirais-je, assez sportive, voilà, je vais le dire comme ça. Et en même temps, je sais aussi que eh bien, des enfants autour de moi ou des enfants que j'ai pu prendre en charge dans ma carrière professionnelle, eh bien, ils n'ont pas traversé cette période-là d'évolution et de changement de la même façon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une différence comme ça entre les enfants ? Qu'est-ce qui fait qu'on parle partout du Terrible Two ou de la fameuse phase d'opposition des 2 ans, etc., mais que tous les enfants du monde ne la traversent pas ? C'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir ensemble. Déjà, pour te rassurer, ce phénomène de Terrible Two, l'appellation, c'est pas un caprice ou un défaut de caractère. C'est vraiment le résultat d'une évolution du développement de ton enfant. En fait, durant cette période, il va commencer à exprimer de la frustration. Il y a une soif d'indépendance qui se met en place. Il a aussi envie d'exprimer son besoin d'être entendu, d'être compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de creuser avec toi pour décortiquer un peu cette période et essayer de comprendre en fait d'où ça vient. Et surtout, je vais essayer de te partager quelques stratégies, quelques astuces pour que tu puisses vivre cette étape de la manière la plus positive et constructive possible. Je vais essayer de te transmettre des choses avec des outils qui sont basés sur la compréhension, sur la communication et sur l'accompagnement émotionnel de ton ou tes enfants. Parce que même durant ces moments de crise, et je mets des guillemets parce que je ne suis vraiment pas fan de ce terme, mais pour que tu comprennes de quoi je parle, et on va voir après pourquoi je ne suis pas fan, eh bien tu peux réussir à trouver des moments de calme, des moments d'apprentissage, des moments d'échange et de connexion avec ton enfant. Alors c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. N'oublie pas que je sais parfaitement que tu fais toujours de ton mieux, et la seule chose qu'il y a à prendre en compte, c'est
qu'on va s'appuyer sur un petit peu de théorie, mais on va surtout essayer de trouver des solutions pour pouvoir ensemble faire de cette période un moment qui soit riche d'apprentissage pour tout le monde. Alors, ce terrible two comme ça, qui est assez négatif comme terme, je trouve, hein, tout comme les crises, la crise des 2 ans ou la phase d'opposition des 2 ans, ben, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde et en tête de ligne, comment dire, en premier lieu, disons, je vais te citer Gillian Bridge, qui est une thérapeute anglaise et qui, pour elle, en fait, eh ben, cette fameuse crise des 2 ans, elle n'existe pas. Selon elle, dans une interview qu'elle a donnée dans le Times, le Terrible Two, il n'existe pas dans de nombreuses régions du monde. Alors je te précise tout de suite que je ne remets pas en cause les attitudes ou les comportements, disons, plutôt pénibles de nos enfants, hein, mais je critique, tout comme le faisait Gillian Bridge et puis d'autres que je vais te citer un peu plus loin, je critique vraiment le fait qu'il s'agisse d'une crise ou qu'on aborde en tout cas toute cette période sous cet angle-là, avec cette interprétation négative. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est d'abord te poser une question. On va commencer par là. Essaye de réfléchir et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a changé? Depuis quand ton enfant il s'est transformé en une sorte de casse-tête incompréhensible pour toi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je vais te donner aussi quelques comportements qu'on peut observer de manière factuelle très fréquemment entre 18 mois et 36 mois. D'accord? Des comportements que peut-être toi-même tu auras traversés. Bon, je vais prendre l'exemple par exemple du repas. Tu es tranquillement assis en repas et puis voilà que d'un seul coup, ton petit bonhomme ou ta petite fille, il décide que c'est le moment idéal en fait pour tester le son de sa voix ou pour tester la loi de la gravité avec, tu sais, cette assiette qui lâche du haut de sa chaise pour voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, avec tout à l'intérieur, bien sûr, et puis ensuite, une fois qu'elle est vide, aussi, comme ça, on voit la différence entre les deux. Bon, ça, c'est un exemple que je te donne, mais c'est un comportement qui est assez typique de cette période. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, les refus catégoriques que tu peux rencontrer, les effusions de larmes pour tout ce qui nous semble à nous en tant qu'adultes en tout cas être rien, on comprend pas. Une obstination aussi assez forte, digne des plus grands négociateurs, mais aussi bien entendu le fameux non à tout le temps, à tout bout de champ, ça n'arrête pas. Dès que tu proposes quelque chose, eh bien l'enfant répond non, non, non. Mais pourquoi ces nouveaux comportements? En fait, tout ça, c'est le résultat du développement normal, typique de ton enfant. Ce comportement-là, il est normal, non pas que de faire une crise, comme disent les adultes, ou de te tester, ou je ne sais quoi, mais son changement de comportement, il est normal parce qu'en fait, ton enfant, il grandit depuis la naissance, il grandit et il a changé de comportement entre les 3 et 4 mois qu'il avait au tout début, et puis quand il avait 1 an, il n'avait pas des comportements similaires. Puis entre 1 an et 18 mois, également, il a des comportements qui évoluent. À 18 mois ou à 2 ans, il y a d'autres comportements qui se mettent en place. Et en fait, c'est cette évolution qui est complètement normal dans le développement de l'enfant. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est ça qui déclenche ce qu'on appelle de manière plus commune le terrible two ou la crise des 2 ans, parce qu'en fait les comportements commencent à nous déranger. Et c'est là que le bas blesse, c'est plutôt que c'est des comportements qui nous dérangent, plus qu'une problématique de l'enfant. Et je vais rentrer en détail là-dessus. En fait, comme j'essaye de te le transmettre, je parle vraiment des comportements et non de ce que les adultes appellent la crise ou le truc, parce que je pense que c'est vraiment une interprétation des adultes. Moi, je te parle de l'évolution de l'attitude de ton enfant et le décalage qui peut exister entre les réponses que toi tu lui donnes et les attentes que lui il a en fait. Et ça, c'est simplement parce que c'est sa façon à lui, en train de grandir, bien d'explorer son autonomie, de tester tout ce qu'il est possible ou non de faire et de s'affirmer. C'est aussi le signe bien, que son cerveau, il est en plein développement. Ça, je ne te l'apprends pas, tu le sais, le cerveau, il est immature chez l'être humain et il met une vingtaine d'années, pour faire très court, à devenir mature, pour ce qui est de la zone préfrontale. Mais bref. Et en fait, il y a une littérature qui est très étoffée là-dessus. On sait qu'il y a une évolution du cerveau. Il y a Daniel Siegel et Tina Payne Bryson qui nous expliquent dans leur livre Le cerveau de votre enfant que ces comportements, en fait, ils sont liés à des changements dans la structure cérébrale de l'enfant, notamment dans les parties qui sont responsables de la régulation des émotions et de la prise de décision. Donc,
En d'autres termes, ton enfant, il n'est pas en train de faire des crises, en train de te tester ou d'avoir une intention de te pousser à bout toi personnellement. Il est simplement en train de découvrir le monde par lui-même, tout seul, comme un grand, et de voir comment il peut y faire face avec toutes ces émotions qui sont encore nouvelles pour lui et qu'il doit apprendre à gérer, ce qui n'est pas forcément simple. Essaye de te projeter dans une situation où toi tu es en colère ou alors où toi tu es frustré, enfin tu vois ce genre de situation-là. Essaye de voir comment toi tu les gères en tant qu'adulte, avec le recul que tu peux avoir, la maturité cérébrale que tu peux avoir, les connaissances que tu as, etc., etc., eh bien, je ne crois pas que ça disparaisse comme ça en quelques secondes. Pourtant, c'est ce qu'on demande à nos enfants très souvent. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer là-dessus, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Bref. Alors, bon, j'en reviens à ma question de début. Depuis quand ton enfant, il s'est transformé en casse-tête pour toi ? L'idée, c'est qu'en fait, avant que tu commences à te poser ces questions-là, tout se passait bien. Ton enfant, ton bébé, il évoluait, il y avait des changements, mais ça allait, il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce que tu fasses face, tu vois, à des comportements qui te dérangent, en fait, qui te chamboulent, qui résonnent, et que tu as du mal à comprendre, surtout. À partir de là, tu te poses des questions. Mais si on revient sur les termes, parce que je te disais tout à l'heure, j'aime pas le terme crise. Si on revient justement sur ces termes, crise de colère, phase d'opposition, terrible tout, etc., etc., il y a quand même des conséquences assez terribles dans l'utilisation de mots négatifs. L'idée, c'est que, de manière générale, on est en train de dire que c'est de la faute de l'enfant. C'est-à-dire, c'est hyper stigmatisant pour lui. On lui attribue des mauvaises intentions. Il fait des crises, il teste nos limites, etc., etc. Alors, d'aucuns te diront oui, mais c'est pas conscient, etc. Pour autant, c'est quand même de la faute de l'enfant. Donc, c'est plus simple comme ça. Je trouve aussi que le fait que tout le monde en parle, dise que c'est normal, entre guillemets, eh bien, pas de problème, c'est normal, c'est une étape que je dois passer. En fait, je suis obligé de passer par là, c'est un peu comme la crise de l'adolescence, tu sais. On se dit c'est normal, tout le monde y passe, et donc je dois passer par là. Donc le fait de se dire que c'est normal, on va pas aller chercher le pourquoi du comment du changement des comportements. On met ça sous le fait que c'est normal, ça fait partie des étapes du développement, puis point, c'est pas très grave. Et puis ça va même un peu plus loin, c'est qu'on se dit, de toute façon c'est une étape à passer, ok, c'est difficile, c'est une mauvaise période, je vais serrer les dents, je vais m'accrocher, puis ça va finir par passer tout seul, c'est normal, il n'y a pas de problème. Tout ça, je trouve, c'est vraiment très culpabilisant pour l'enfant. Alors mon but ici, c'est pas du tout de te culpabiliser toi en tant que parent, mais plutôt un peu de culpabiliser cette société dans laquelle on évolue et qui, parce que l'adulte n'accepte pas certaines choses, eh bien va mettre des mots et lancer la faute sur les enfants. Comme je te le disais et comme le disait la thérapeute anglaise tout à l'heure, Gillian Bridge, par rapport à cette citation, il y a plein de régions dans le monde où il n'y a pas cette étape-là dans le développement de l'enfant. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que, par exemple, à 2 ans, quand tu vas dans certains endroits, chez nous en Occident, pour faire large, oui, tu attends de ton enfant qu'il se tienne bien parce que tu vas boire un verre avec une copine ou avec un copain dans un bar ou dans un café, tu vas faire des courses avec lui, et puis tu attends qu'il fasse attention. Mais lui, il est en pleine phase d'exploration du monde, en fait, à ce moment-là. Donc tu lui demandes un comportement qui n'est pas forcément adéquat pour son âge. Si toi, on te met dans une pièce où il y a tout ce qui te passionne, parce que tu as une passion, j'en sais rien moi, pour les Lego, ou je sais pas, pour Star Wars, enfin bref, peu importe, et on te met dans une pièce où il n'y a que ça, et que tu as envie de tout découvrir, ou alors tu rentres dans un endroit où tu ne connais rien et où tout est nouveau pour toi, puis tu aurais envie aussi peut-être d'explorer tout ça, seulement toi tu es adulte et tu arrives à faire la part des choses. L'enfant, il en est pas encore à là. Donc forcément que parfois, les situations dans lesquelles on met, elles créent aussi ces comportements que l'on considère comme des crises de colère ou je ne sais quoi. Voilà, bref, peu importe, mais ce qui est important, c'est de retenir que en fait, ça n'est pas partout pareil, et qu'il y a des gens quand même qui s'élèvent et qui disent non, en fait, cette crise des 2 ans, elle n'existe pas. Et j'en veux pour exemple une autre personne que j'aime beaucoup, que j'ai découvert lors de la publication de son premier livre, c'est Madame Laurence Dudek, qui est psychothérapeute, qui est praticienne en PNL, en hypnose ericksonienne aussi, et psychopédagogue. Et puis, donc, comme je te disais, elle est aussi autrice de différents ouvrages, dont je te mettrai les titres en description, mais le plus connu, je pense, c'est, en tout cas celui que moi je connais le plus, c'est le premier qu'elle a écrit, qui s'appelle Parents bienveillants, enfants éveillés. Les 10 clés, je crois. Attends, je vais vite rechercher le titre, je ne sais plus. Les 10 clés de l'éducation efficace. Franchement, il est génial ce bouquin. Je te le conseille vivement. Bref, et donc, Laurence Dudek, sur sa page Facebook, en 2018, elle nous disait: à propos de ce que la psychologie d'inspiration analytique appelle la phase d'opposition,
nommant ainsi cette période autour de 2 ans où des enfants, et non pas les enfants, c'est bien là où se trouvent les limites de cette affirmation, disent non sans arrêt et refusent en apparence tout ce qu'on leur propose, mon expérience de psychopédagogue m'a rapidement amené à mettre en doute cette théorie médiatiquement très répandue, mais jamais démontrée, et considérée partout comme un acquis. Non seulement parce qu'elle est un stigmate adultiste pour les enfants, pour les enfants, mais surtout parce que ce comportement n'est ni endogène ni universel. Il suffit de voyager un peu et rencontrer d'autres cultures pour s'en apercevoir. Il est réactionnel et procède d'apprentissage. Voilà, je te mettrai bien sûr le lien de la citation sur sa page Facebook. Mais voilà, donc ça date de 2018. Elle nous disait ça et moi je vais même un peu plus loin, c'est que tu n'as pas besoin d'aller dans d'autres contrées. Il y a des enfants en France, en Suisse, en Belgique, en Europe qui ne vivent pas cette crise-là, de cette façon-là, ou en tout cas où les parents n'appellent pas ça une crise, des crises de colère ou une phase d'opposition, où les enfants, en fait, eh bien, continuent à évoluer, mais il n'y a pas de grosses crises de colère, de grosses frustrations, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de te sensibiliser au fait que le fait d'appeler ça une période de crise, le fait d'appeler ça une phase d'opposition, le fait d'appeler ça le terrible two, enfin, c'est quand même dur comme terme, eh bien, c'est de faire attention aux termes qu'on utilise et à leur impact sur le comportement de nos enfants. Ça, c'était la première chose que j'avais envie de te transmettre. Mais pour autant, comme je te l'ai dit, les attitudes et les comportements de ton enfant, eh ben, ils évoluent. Ça, c'est sûr. Et en tant que parent, parfois, on est un peu démunis dans les sociétés dans lesquelles on vit pour faire face à ces changements. Et ces changements-là, comment on peut faire pour qu'ils se passent un petit peu mieux? Comment on peut éviter ça? Parce que tu peux aussi te dire, finalement, si ça n'existe pas, ce terrible tout, on peut simplement l'éviter. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on peut l'éviter, on peut passer cette période-là de manière plus ou moins adéquate, mais pour ça, il est nécessaire de pouvoir voir les choses un petit peu différemment, et c'est-à-dire de voir ça un peu comme une ressource plus qu'une problématique et une ressource d'opportunité pour renforcer ton lien avec ton enfant. Alors, par exemple, ça va être très compliqué d'éviter les conflits dans ta relation avec ton enfant si, d'un autre côté, tu utilises le rapport de force. C'est-à-dire que si tu as envie de t'imposer en disant « je suis l'adulte et toi tu dois obéir », forcément ça va être un peu plus compliqué de ne pas avoir des grosses crises et des grosses frustrations et des gros conflits. Parce que l'obéissance, c'est ni plus ni moins qu'une forme de soumission. Je ne suis pas en train de dire que l'enfant ne doit pas obéir, je suis juste en train de te parler de valeurs. Et les valeurs que moi je prône et que je défends dans ce podcast et de manière générale, c'est le côté où j'ai pas envie d'avoir des enfants qui soient soumis sans droit à la parole. Je mets des guillemets et je grossis le trait, mais pour que tu comprennes, on est vraiment en train de parler des valeurs. Et libre à toi de poursuivre les valeurs que tu souhaites, mais à ce moment-là, eh bien, réfléchis à les valeurs que je leur inculque, comment est-ce que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Je leur inculque des valeurs d'obéissance et de soumission, et en même temps, j'ai pas envie qu'ils me fassent des crises. Donc, si, tu vas être obligé de passer par là à un moment donné, si tu veux qu'ils obéissent et les soumettre. C'est fort comme terme, mais c'est comme ça. L'obéissance, c'est une forme de soumission. Ça va être compliqué. Moi, j'ai plutôt envie de voir des adultes qui soient des êtres humains libres de penser et de critiquer, dans le sens noble du terme, ce qui ne veut pas dire que la frustration ne doit pas en faire partie, parce qu'il y a des fois on est frustré, on reviendra à ça, mais en tout cas d'avoir des personnes qui puissent critiquer, dans le sens noble du terme, les injonctions, les demandes qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Et pour ça, faut leur apprendre dès tout petits au fait qu'ils n'ont pas besoin d'obéir sans raison. Il y a des raisons de donner un cadre, des limites, il y a des raisons d'être frustré parfois, mais tout ça, ça s'accompagne et ça peut se faire en douceur et de manière collaborative. Voilà. Donc, après ce petit laïus sur l'obéissance, on va en revenir à nos moutons et on va essayer de voir comment améliorer l'acceptation du changement en fait, de comportement de nos enfants. D'abord, on va se pencher sur le dialogue, sur la communication. Si tu m'écoutes depuis un petit moment, si tu as écouté les épisodes précédents, tu sais que pour moi, la communication est vraiment le b.a.-ba, la base même de tout ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas que pour moi. De nouveau, je te parle de Adèle Faber et Hélène Mazlich, dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission, avec leur ouvrage « Comment parler pour que nos enfants nous écoutent » et « Comment écouter pour que nos enfants nous parlent » ou quelque chose comme ça. Bref, de nouveau, je te mets le terme exact dans la description. Bref, ils nous enseignent l'importance d'une communication authentique, respectueuse. Et
pour ça, le secret, magique, un peu comme ça, eh bien c'est l'empathie. C'est de valider les sentiments de ton enfant et c'est d'offrir des choix plutôt que des ordres. Au lieu de dire à ton enfant, mets tes chaussures maintenant, tu peux très bien lui proposer, est-ce que tu veux mettre tes baskets ou est-ce que tu veux mettre tes bottes. Ça lui laisse le choix. Déjà quand il a 2 ans, enfin, on parle vraiment des petits là, hein, je ne suis pas en train de te parler d'un enfant qui a 10 ans. Hein. Quand il a 2 ans, tu lui proposes l'un ou l'autre, ça lui donne un choix et c'est pas un ordre comme ça fermé. Ça permet de transformer un potentiel futur affrontement et une frustration et une crise, etc., en une conversation juste collaborative, de nouveau. Hein, c'est assez basique. Donc ça peut paraître assez évident comme ça, mais tout le monde ne le fait pas. Puis une autre chose qui peut paraître évidente, mais qui en fait est assez rarement faite, c'est de se dire, ok, face à une difficulté, quelle qu'elle soit, si je reprends ce Terrible 2, cette crise des 2 ans, en fait, on rencontre une difficulté en tant que parent. La manière la plus efficace en général quand on rencontre une difficulté, c'est d'en chercher les causes, plutôt que de simplement mettre un petit pansement. C'est essayer d'aller trouver les causes. Alors le premier point, et d'ailleurs j'ai fait même tout un épisode là-dessus, c'est que les enfants, ils apprennent par imitation. Donc une fois qu'on sait ça, et qu'on sait aussi que, de manière générale, les parents, un des mots qu'ils disent le plus à leurs enfants, c'est le non. En moyenne, il y a une étude anglaise qui a démontré qu'on dit en moyenne 23 fois non par jour à nos enfants. En moyenne, ok ? Ça, c'est une étude qui nous montre ça. Donc d'un côté, on a des enfants qui agissent par imitation, et puis de l'autre côté, on a des parents qui n'arrêtent pas de dire non tout le temps. Non, ne fais pas ci, non, surtout ne touche pas à ça, non, attention, ça tu peux pas faire, non, attention, ça c'est dangereux, attention, ça c'est fragile, etc., etc., etc. Donc, tu as ces enfants qui sont programmés pour agir par imitation, parce que l'être humain apprend énormément comme ça, et les enfants d'autant plus. Donc les enfants, ils agissent par imitation, et de l'autre côté, on a nous, les parents, et on n'arrête pas de leur dire non tout le temps, par peur qu'ils cassent, qu'ils fassent je ne sais quoi, qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal même, enfin bref. Et donc dès qu'ils vont commencer à parler, naturellement, ils vont faire quoi ? Ils vont exprimer leurs besoins sur le même mode de communication. Ça, c'est le premier point, parce qu'en fait, 18 mois, 2 ans, il se passe quoi ? Le langage apparaît. Et forcément, ton enfant, il dit non, parce qu'il t'a entendu dire non tout le temps, peut-être. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. Et de nouveau, hein, je fais des généralités. Bien sûr que tous les parents ne sont pas comme ça. Bien sûr que peut-être tu as fait un effort et tu n'as pas dit souvent non à ton enfant. C'est possible. Je te donne juste des clés de lecture et des pistes de réflexion. D'accord ? Vraiment. Et j'insiste à nouveau, je ne me pose pas au-dessus de toi, bien au contraire, puisque, comme je te disais, nous, on a vécu cette période-là de manière assez fracassante avec notre grande. Donc, je me souviens très bien de comment ça pouvait être compliqué. Voilà, c'est pour ça que je préfère insister là-dessus, quoi. Bref. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est il y a le besoin d'autonomie, de décider par soi-même, d'agir librement. C'est vraiment une étape qui est hyper importante et qui est primordiale pour le développement de ton enfant. Et si tu lui imposes toujours le quoi, le quand, le comment faire les choses, etc., même si très souvent, de nouveau, c'est parce que on n'a pas envie qu'il se fasse mal, on n'a pas envie qu'il casse des choses, etc. Mais en fait, en faisant ça, on risque de faire face à des crises assez impressionnantes, même pour des choses qui à nous semblent insignifiantes. Je sais pas, la couleur d'un vêtement, par exemple, j'en sais rien. Bref, ou le départ à l'école le matin, par exemple. En fait, c'est simplement une réponse au cumul des frustrations. Il y a aussi ce côté cocotte minute, c'est-à-dire que ton enfant il est en train d'apprendre à gérer petit à petit. Il ne sait pas encore comment le faire. Et peut-être que quand il commence à apprendre, il va réussir à gérer une petite frustration à un moment, puis une petite à un deuxième moment, mais d'un seul coup, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, un petit truc, parce qu'il a géré déjà 2 grosses frustrations avant et qu'il les a bien gérées, mais que nous, on n'a pas fait attention à ça. On n'a pas fait attention que c'était des frustrations. Et d'un seul coup, il explose, quoi. Puis on se dit, mais attends, il pète un plomb, hein, il y a quelque chose qui joue pas. Bon, non, en fait, c'est simplement ce cumul-là qui font que ça peut être un petit peu compliqué, je dirais. Donc ça, c'est un peu le point numéro 2, le fait de mettre en place et d'essayer d'éviter en fait toutes les frustrations qui sont inutiles. Donc de nouveau, je ne veux pas que tu interprètes mal mes propos, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut jamais frustrer un enfant, parfois il n'y a pas le choix, et c'est nécessaire qu'il apprenne que la frustration fait partie aussi de la vie, mais on peut l'accompagner dans cette frustration, dans l'accueil, l'acceptation de cette frustration. Je sais pas, tu es au parc en train de jouer avec lui en extérieur, il voit une trottinette qui est super belle, un jouet, n'importe, qui ne lui appartient pas, il veut se l'approprier, forcément il peut pas, quoi, ça ne lui appartient pas, il faut lui expliquer tout ça.
Et il est possible qu'à nouveau il explose. C'est possible. Mais ok, c'est ok. C'est ok qu'il soit très embêté de ne pas pouvoir prendre ce jouet. C'est ok qu'il hurle à la mort parce qu'il veut le prendre, etc. Et c'est ok de ne pas céder parce qu'il n'a pas le droit de le prendre. Bien sûr que c'est ok. C'est plutôt dans la manière de le faire, de l'accompagner, d'accueillir ses émotions, de mettre des mots, de différer ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, etc. C'est ce genre de choses et de comportements qui vont faire en sorte que ça va mieux se passer sur le moyen long terme et que petit à petit il va accepter et il y a plein de fois où on peut nous aussi accepter de mettre certaines frustrations qui sont inutiles, les mettre de côté et accepter qu'ils grandissent en fait tout simplement, hein. Parce que c'est comme ça que on va réussir à faire en sorte qu'il accepte lui aussi les émotions qu'il ressent, parce que c'est des nouvelles émotions pour lui. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va découvrir de nouvelles émotions. Et donc, il faut qu'il apprenne à les gérer. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik, dans son livre Les vilains petits canards, mais également Linda Lantieri et Daniel Goleman dans Développer l'intelligence émotionnelle de l'enfant, il nous rappelle que comprendre et gérer ses émotions, c'est pas inné, ça s'apprend. Et dans chacun de ces ouvrages, en fait, tu pourras trouver des activités pour aider ton enfant à nommer ses émotions, à trouver des moyens sains pour les exprimer. Par exemple, la mise en place comment on appelle ça, un coin émotion. Un coin des émotions, ou dans lequel tu peux mettre des coussins, tu vois, un peu cosy comme ça, des livres sur les sentiments, tu peux même laisser à disposition pour qu'il puisse faire des dessins pour exprimer sa colère, sa tristesse, sa joie, enfin bref. Ça peut vraiment être un endroit refuge pour l'enfant qui va lui permettre de comprendre que ces émotions, en fait, elles sont valides, elles sont OK, et qu'il y a des moyens, disons, constructifs de les gérer. Si je te prends quelques moments un peu plus clés de la journée, je t'en ai déjà parlé plein de fois, mais par exemple le soir, pour le coucher, tu pourrais mettre en place une routine du coucher, et comme ça, tous ces moments qui sont assez compliqués, brossage des dents, passage au lit, etc., ça peut devenir un moment de partage et de calme avec ton enfant qui est assez chouette, quoi. J'ai fait tout un épisode sur les routines, je te mets les liens dans la description. Si on prend l'alimentation, même à 2 ans et demi, tu peux impliquer ton enfant dans la préparation des repas en choisissant le ou les légumes que tu vas cuisiner, en donnant son avis sur 2 recettes que tu proposes, puis lui fait son choix. Voilà, ça peut diminuer aussi ce refus de manger qui peut arriver par moment. Et puis, pour ce qui est de manière plus générale de la coopération, moi, je t'invite vraiment à lui donner plein de petites responsabilités qui sont adaptées à son âge, hein. Il peut aider à mettre la table à hauteur de ses compétences à lui. Il peut choisir certains vêtements. Et puis, toutes les choses qu'en fait, il a envie de faire spontanément. Parce que si tu arrives à prendre un peu de recul et à observer les moments où, justement, il y a ces moments de frustration qui explosent, eh bien, essaye de regarder. Ce qui se passe, c'est que ton enfant, vu qu'il est en plein apprentissage, il a envie de faire des choses par lui-même et souvent on ne va pas le laisser faire. Donc tout ce qu'il a envie de faire par lui-même, dans la mesure où tu peux le laisser faire, où tu as le temps, où le danger est moindre, etc., eh bien laisse-le faire, ça va diminuer un maximum ses frustrations et tu verras que ça va l'accompagner vers cette autonomie à laquelle il aspire tant finalement. Si on prend l'exemple de l'habillage du matin, la première fois que ton enfant va demander à s'habiller tout seul, tu vois, qu'il va essayer de s'habiller tout seul, et que toi, tu seras pris par le temps parce que tu dois aller à l'école ou parce que tu dois aller au travail, enfin, qu'il y a un rendez-vous important, tu peux très bien négocier et simplement lui dire, ok, tu mets juste ton t-shirt ou tu mets juste une chaussure, puis demain, on prend le temps et c'est toi qui fais tout seul. Mais là, on n'a pas le temps parce qu'on doit faire ça, parce que je suis pressé pour ça ou pour ça. Mais promis, j'ai bien entendu et tu vois, on fait demain. Juste le fait de reconnaître sa demande et de lui proposer en plus quelque chose, et peut-être même déjà sur le moment un petit truc, ça peut vraiment faire redescendre cette pression et lui permettre de renforcer ce sentiment d'appartenance et son envie de participer. Et enfin, de manière générale, tu vois, si tout ce qui est rangement, c'est pareil. Tu peux utiliser, transformer le rangement en jeu ou utiliser des chansons pour encourager les transitions entre les différentes activités, les différents moments de la journée. Tu utilises des petites chansons, des petites comptines avec lui. Toutes ces petites astuces, en fait, elles vont permettre de réduire les frictions du quotidien et de rendre en fait ces moments un peu plus agréables pour tout le monde. En résumé et en conclusion, dans cet épisode, j'ai essayé vraiment de te partager des défis, des astuces à adopter face à cette période de changement. On a essayé de parcourir ensemble un chemin qui était un petit peu
en dehors des sentiers battus. Je vais dire ça comme ça. J'ai essayé de déconstruire ce terme de terrible two, de crise des 2 ans ou de phase d'opposition pour te montrer à quel point, quand c'est perçu négativement, c'est mieux d'essayer de le comprendre comme une étape naturelle et essentielle du développement de ton enfant. Cette période, c'est loin d'être juste un caprice ou un défaut de caractère, c'est vraiment une exploration importante de l'autonomie, de l'expression des émotions, de la soif d'indépendance chez tes enfants. Et moi, ce que j'ai essayé de te proposer finalement, c'est de voir l'importance de la reconnaissance des émotions, de l'empathie avec ton enfant, de la patience, de la communication la plus authentique possible. Parce qu'en privilégiant le dialogue, la validation des émotions de ton enfant, de lui offrir des choix au lieu de lui imposer des ordres, je suis convaincu, et je ne suis pas le seul bien sûr, qu'on ouvre la voie comme ça à une relation parent-enfant qui va être basée sur la compréhension mutuelle et sur le respect. Cette méthode, elle va te permettre non seulement d'appréhender différemment cette phase avec un peu plus de sérénité, mais aussi d'enrichir le lien entre toi et tes enfants. J'ai essayé de te partager des astuces très pratico-pratiques pour ton quotidien, que ce soit dans la gestion des émotions, à la mise en place de routines dont je t'avais déjà parlé, en passant bien entendu par l'implication au maximum de ton enfant dans les décisions du quotidien. Ces astuces, elles visent pas seulement à réduire les frictions, mais elles sont aussi là pour renforcer la résilience chez ton enfant, lui apprendre à gérer ses émotions et l'encourager dans son autonomie. C'est essentiel que tu te rappelles que chaque enfant, il est unique et ce qui fonctionne pour l'un, il peut ne pas être adapté pour l'autre. Ce qui fonctionne un jour peut ne pas fonctionner le lendemain. L'ouverture, l'expérimentation, l'adaptabilité, ça va vraiment être crucial. Adaptabilité, créativité, pour les parents, c'est vraiment des mots quotidiens, je dirais. Et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner nos enfants à travers ces défis. Parce que en faisant comme ça, on va réussir à apprendre et à grandir avec eux, nous également. Et cette phase, elle n'est pas seulement une période à survivre, entre guillemets, comme on nous laisse entendre, mais c'est vraiment une occasion de renforcer les liens familiaux et de contribuer à l'épanouissement de nos enfants et du cercle familial de manière générale. Donc en conclusion, le terrible two, la crise des 2 ans, la phase d'opposition et que sais-je encore, c'est pas un obstacle, c'est plutôt une opportunité d'évolution pour l'enfant et pour nous. C'est une invitation à pratiquer la patience, l'empathie, la créativité dans notre quotidien. Et rappelle-toi, vraiment, l'objectif, c'est pas de dompter ou de contrôler ou je ne sais quoi, mais c'est d'essayer de comprendre, de guider et d'aimer surtout nos enfants. En embrassant ce point de vue-là, cette perspective-là, je suis convaincu qu'on peut transformer toutes les périodes un peu complexes en une ouverture assez enrichissante qui nous permet d'apprendre et de grandir tous ensemble. Alors comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je me ferai un plaisir de le lire dans un futur épisode. Pense à t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, Impactons Demain, Éducation. Bye bye.